mesdames et messieurs. Mon nom est François Payotte et je vous propose d'aller au-delà du connu en compagnie de notre invité, Monsieur Normand Pinard. Normand, bonjour. Bonjour. Normand s'était promis de répondre, de faire une émission pour répondre au courrier des téléspectateurs. Bon, on a pris ce courrier, on a regardé ça, on a trié et tout, on a déjà répondu à quelques-unes de ces questions, mais il revient très souvent comme un leitmotiv permanent, une question, une fascination pour la magie. Alors, d'où vient cette fascination pour la magie et qu'est-ce que la magie pour vous? La magie, c'est ce que l'on est quand on se laisse être. C'est-à-dire que lorsque nous allons dans l'élan personnel de tout ce que l'on est, de tout ce qui nous fait vibrer en nous, la vie devient automatiquement plus facile. Nous accédons à une vie plus magique. Mais c'est peut-être pas de cette magie-là dont veulent nous parler les téléspectateurs dans le courrier. Il s'agit plutôt de la recherche de solutions magiques à leurs problèmes. Très mauvais. C'est très mauvais parce qu'il ne faut pas rechercher une chose. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait que celui qui cherche sans trouver finit toujours par trouver sans chercher. Il ne faut pas chercher les choses. Je ne dis pas non plus qu'il faut rien faire. Mais les choses finissent toujours par nous faire comprendre. Il ne faut pas avoir les moyens. Il faut simplement voir la fin, visualiser la fin. Les moyens viennent automatiquement pour faire aboutir tel ou tel projet. Bon, ben ça sont des techniques de magie moderne, on appelle ça du positivisme, mais je pense, ou de la projection positive. La magie est dans tous les jours, c'est une manière de penser, c'est une manière de visualiser des choses. La magie, c'est savoir comment penser. Premièrement, pour faire arriver certaines choses, c'est bien entendu que si vous n'avez pas confiance en vous, par exemple, et que vous avez subi certains échecs, vous allez toujours penser en fonction que pour vous, ça devrait être toujours très difficile ou demander énormément d'efforts pour arriver à l'aboutissement de vos projets. Et vous perdez de la confiance en vous. C'est-à-dire que vous installez en vous une manière de penser qui va avec la difficulté. Et par de fait même, tout ce que l'on pense agit, vous devez mettre énormément d'énergie pour pouvoir arriver finalement à la réalisation d'un projet. Alors que si vous regardez une plante qui pousse ne se casse pas la tête de plante. Nous plantons, mais une plante ne plante pas. Elle est, c'est tout. Et elle ne se pose pas de questions sur sa magie. Elle est dans toute sa splendeur. Il en est de même pour un individu qui est dans. Il accède de plus en plus à la facilité parce qu'il ne va pas à l'encontre de ce qu'il est, mais avec l'élan intérieur de ce qui l'anime. Il accède automatiquement à une vie plus facile. Et ça, c'est la très grande magie. Bon. Alors, est-ce que c'est de la petite magie, ce qui se passe par exemple aux Philippines avec les fameux guérisseurs, au Brésil avec les envoûtements, dans certains pays d'Europe de l'Est aussi, les jeteurs de sorts, les guérisseurs, et en Afrique, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette magie-là où on met en action des forces supposément magiques, invisibles, des entités que l'on peut commander, etc. à distance? Oui. Ces forces viennent de l'inconscient collectif d'une population et de la mémoire contenue dans l'inconscient collectif de tel peuple. Et à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que les gens collectivement croient qu'il est possible d'avoir des envoûtements. Et ces envoûtements-là deviennent réels. Et c'est toujours ce que l'on croit qui prend la force. C'est peut-être la raison pour laquelle, lorsque les sorciers africains menacent une personne de lui jeter un sort, elle va toujours l'avertir avant, pour créer la crainte, la peur, pour créer un terrain réceptif à cette chose-là. Et elle va voir le même sorcier, d'ailleurs, pour lui enlever le sort. Oui. Alors, c'est un gars qui vraiment fait de très bonnes affaires. Il y a un bon commerce autour de ça. Et qu'est-ce que vous pensez d'un magicien tel que David Copperfield, qu'on a vu sur les écrans de télévision, subtiliser la statue de la liberté, la faire disparaître à nos yeux, apparemment testée par des appareils scientifiques, écrans radar, etc. Elle avait bel et bien disparu, et il aurait traversé également un mur de Chine, fait disparaître un avion, un éléphant sur scène. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il faudrait éviter de la rencontrer, au cas où cet individu aurait des divergences d'opinion. On peut toujours lui proposer sa belle-mère en présentation. Peut-être, possiblement. Mais je pense que la véritable étude de la magie, de ce qu'on appelle la magie à tous ses niveaux, vient beaucoup avec Aleister Crowley, qui s'est penché beaucoup sur cette chose-là au début du siècle. On peut dire que c'est un individu qui a fait quand même un travail remarquable, si on pense au tarot d'Aleister Crowley.
qui vraiment s'est penché dans tout ce qui était la forme des archétypes pour pouvoir pénétrer à l'intérieur d'une mémoire et aller dans le plan des entités, donc dans la mémoire akashique, pour faire arriver telle chose ou telle chose ou telle chose. Malheureusement, il y a quand même un problème qui se pose ici parce que tout agit selon une loi de la causalité. Toute chose est en fonction d'un choc en retour. Alors, si vous voulez des choses et que vous êtes sous l'emprise de votre ego, d'un travail qui n'est pas terminé en vous, vous faites un déplacement énergétique et cette chose-là devra avoir un équilibre. Mais vous n'aurez pas le contrôle de l'équilibre de la polarité énergétique. En un seul mot, la plus grande de toutes les magies est simplement et d'installer en soi une espèce de plénitude. Beaucoup trop de gens cherchent des moyens trop occultes, trop anciens. Et souvent, on va étudier, par exemple, des choses, par exemple, que l'Atlantide ou que certains pharaons pouvaient posséder, etc. C'est que simplement, le cerveau humain, il a ses facultés d'agir dans le temps, dans l'espace, parce que le cerveau humain, parce que sa pensée est énergie, et qu'au-delà de cette énergie, il n'y a pas le temps. Le temps est une dimension qui peut facilement se franchir au niveau de la psyché humaine, comme par exemple lorsque vous dormez la nuit, il y a une compression du temps, un rêve dure 1 minute, dans cette minute, vous pouvez voir votre vie. Et par contre, ce n'est pas 8 heures de sommeil, vous faites 8 heures de sommeil, mais il n'en est pas de même si vous faites 8 heures de sommeil, vous regardez votre chambre et que vous êtes 8 heures endormi, il y a toujours cette compression du temps. Alors c'est toujours, moi je dirais, les magiciens, des gens qui sont pressés. Et des gens qui ne se sont pas donné le temps de comprendre les choses et qui vont utiliser des rituels, car toute forme de magie est rituelle. Si vous allez par exemple à l'église et que vous allez allumer des lampions et que vous allez croire qu'il est possible pour une personne, pour un Dieu quelconque, de pouvoir arranger tel ou tel problème dans votre vie, oui, ça va fonctionner. Parce que c'est un rituel magique, parce que c'est la concentration de votre esprit qui fait que, la croyance de votre esprit qui fait que ces choses-là arrivent. C'est une mobilisation de toutes vos énergies, de votre potentiel énergétique. Exactement. Il en est de même pour les envoûtements. Il en est de même ici, par exemple, pour croire que les gens qui vont à la messe... Mais les croyances ou la foi sont le déclencheur de cette énergie. Elles déclenchent, c'est-à-dire la certitude que devrait posséder chaque être humain pour accéder à une vie facile, sauf que dans la religion, nous passons à travers une forme, alors qu'il faudrait plutôt passer à travers tout ce qui est niaiseux en nous, pour pouvoir arriver à accéder à une lumière, à une facilité et à cette plénitude. Et à ce moment-là, les choses vont automatiquement arriver plus facilement avec le principe de synchronicité yomienne. Quand vous pensez d'une manière, ces événements-là sont déjà en branle. Car l'énergie de votre cerveau agit dans l'énergie de la matière environnante, agit dans le temps, dans l'espace et dans les environnements. Toujours. Et il n'est pas nécessaire d'être dans les sciences occultes pour l'expérimenter. N'importe quel individu de n'importe quelle classe sociale peut l'expérimenter, c'est quelque chose de très simple. Sauf que des individus qui ne vont pas nécessairement s'y arrêter. Mais nous sommes tous des magiciens. Mais c'est pas tout le monde qui gagne au 6,49 avec là, ça n'existe pas. Mais il y a peut-être aussi le fait que quand l'énergie descend dans l'homme, elle descend intelligemment. L'énergie est très intelligente. Ah, c'est intéressant. Et faire gagner le 6,49 à un individu, ça pourrait aussi le rendre très malheureux. Parce qu'il pourrait, en n'utilisant que l'argent, en ne mettant que son bonheur au niveau de l'argent, échouer totalement à une recherche intérieure qui lui aurait permis d'accéder à un plus grand bonheur s'il n'avait pas tout placé au niveau de la matière. Donc il va gagner si ça fait partie de son expérience, il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Oui, et par contre, l'inconscient collectif fait en sorte que vous avez le même individu qui peut gagner 2 fois à l'intérieur de 2 ans, comme ça s'est passé à Montréal ou alors aux États-Unis. Ça, c'est ce qu'on appelle pour écœurer un peu la population, vous savez. Il y a de quoi. Et il faut regarder, il y a une très grande magie. Quand on dit que cet individu avait une chance sur des milliards de gagner 2 fois le million à l'intérieur de 2 ans, c'est toujours que l'énergie écœure un peu. On voit un peu là la manifestation de quelque chose qui nous semble émotivement inacceptable. C'est arrangé avec le gars des vues. C'est arrangé avec le gars de la loterie, ça se peut pas. Alors que mathématiquement, c'est pas arrangé avec les mathématiques, mais c'est arrangé avec des forces
qui sont beaucoup plus puissantes, qui sont contenues dans la nature et qui passent dans chaque homme à tous les jours. Il s'agit simplement d'accéder à nous-mêmes. Il faut être la magie de nous-mêmes, être au service de cette magie de nous-mêmes pour accéder à ces plans-là et accéder à une vie qui est plus facile. Mais les gens ont beaucoup de projets, les gens ont beaucoup d'ego et surtout, ils ne sont plus patients. Alors, il n'y a pas véritablement, les gens aujourd'hui ne veulent plus attendre. Hein. Si vous regardez une grande majorité des gens, on voit toujours la vieillesse, les années qui s'ajoutent comme étant un fardeau de plus en plus. Et on dit, je voudrais réaliser telle chose, je voudrais réaliser telle chose, je voudrais réaliser telle chose. Mais pour réaliser une chose, il faut être, premièrement, dans le moment présent. La magie ne peut pas être du passé, la magie ne peut pas être non plus du futur. Les gens placent constamment la condition de leur bonheur dans le futur. Alors, quand j'aurai telle chose, je serai un être heureux. Mais dans le moment présent, si vous échouez à être votre propre source de plénitude dans le moment présent, parce qu'elle est placée au conditionnel dans le futur, vous n'avez aucune chance d'accéder à ce bonheur, puisqu'il est toujours conditionné, votre bonheur. Il a toujours une condition qui se situe en dehors de la portée du moment présent, de l'ici et maintenant, qui est probablement la plus belle phrase philosophique, ésotérique, religieuse de tous les temps, ici et maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment où l'énergie peut entrer, muter un individu, lui donner un plus haut niveau de la conscience et lui rendre surtout la vie plus facile. Vous allez dire que je fais de la fixation, mais je suis vraiment dans le moment présent de la question. J'en reviens à David Copperfield. Est-ce que ça veut dire que c'est une hallucination collective, ces fameuses substitutions? Ou alors, est-ce que c'est un pouvoir réel de l'esprit, ou alors un trucage habile de sa part? Non, écoutez, ou une complicité avec la technique autour? Ah, ben, vous savez, il y a des gens qui sont dotés simplement de techniques d'illusionnistes absolument formidables. David Copperfield, on pourrait dire que c'est un type qui avait passé une très bonne entente avec le gars des vues. Ah, hein? Et voilà son secret. Il ne s'agit pas, vous savez... Donc c'est à travers David Copperfield que se manifeste une autre forme d'intelligence qui joue avec nos nerfs ici-bas, d'après vous? Bien, écoutez, la seule chose que je peux dire, j'essaie d'imaginer David Copperfield avec tous les pouvoirs d'illusion qu'il peut faire, entrer dans un magasin comme chez Burks et prendre simplement plusieurs objets, les remettre à la place et partir avec le trip, voyez-vous. Oui, mais la statue de la liberté... Oui, mais qu'est-ce que ça donne à l'homme? Mais peut-être que ça le sensibilise à une autre dimension. En tout cas, ça le met devant le fait accompli d'une dématérialisation possible de la matière. Oui, ça peut lui inspirer, disons que l'homme a certains pouvoirs, mais il ne s'agit pas de dématérialiser la matière. Il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup d'orgueil de la magie et qui entrent beaucoup... je connais un magicien et il avait étudié la magie pendant 15 ans. Et s'est arrêté le jour où il s'est retrouvé comme ça, sur le trottoir en face. Voyez-vous? Alors, pour lui, c'était trop fort, mais ça ne permet pas nécessairement à un individu d'accéder à des plus hauts niveaux de l'intelligence. On peut avoir des apports, on peut se déplacer, on peut faire des voyages astrales tant que vous voulez, mais c'est toujours l'expérience de la vie qui permet à un individu d'arriver à ce niveau de plénitude. Faire disparaître la statue de la liberté, c'est intéressant, mais qu'est-ce que véritablement ça donne à David Copperfield? Il faudrait peut-être l'inviter un de ces jours pour lui poser cette question. Qu'est-ce que ça donne? Ça lui donne un certain pouvoir. C'est peut-être un pouvoir qui lui est donné, justement, à partir d'autres plans. Non, moi je crois simplement qu'il s'agit d'illusionnistes. Mais s'il a des appareils scientifiques autour, radar par exemple, caméra, etc., et que l'image disparaît bel et bien à la vue de tout le monde et de ces appareils scientifiques, lesquels n'ont pas d'émotion dans ce qui se passe. Comment expliquer le phénomène? À moins d'avoir acheté toute la science autour. Ah ben voilà, c'est une question qui est peut-être aussi possible. On est aux États-Unis, peut-être que dans votre question, il y a la source de la réponse. Maintenant, en ce qui concerne les guérisseurs philippins, ces fameux magiciens là, qui prennent des gens puis qui tripotent au niveau des entrailles et qui sortent là, des caillots de sang, etc., puis la personne est subitement guérie, qu'est-ce qui se passe là comme phénomène? À mon sens, à moi, il y a des gens qui peuvent... Je ne dis pas que les guérisseurs philippins, c'est vraiment sérieux, je ne le sais pas. Il faudrait aller sur les lieux pour pouvoir vraiment l'expérimenter. Mais je connais des gens qui sont guérisseurs, par contre, et qui peuvent guérir à distance. Et je sais que ça demande énormément d'énergie et que ça peut être très dangereux pour la personne qui guérit. Parce qu'il y a un changement énergétique pour le guérisseur. Pour le guérisseur même, parce que
Pour pouvoir agir à ces niveaux de l'énergie, il faut vraiment être très cristallisé en soi. Beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est une chose qu'on remarque souvent, peuvent guérir beaucoup de gens autour d'eux, mais eux non. Alors ici, on est en face d'un exemple où un individu donne ce qu'il ne possède pas. Et il est bon d'avoir de bonnes pensées pour les autres, et il est nécessaire, mais il faut aussi les avoir pour nous-mêmes. Il faut toujours que nous soyons dans nous une cristallisation parfaite de notre être pour pouvoir arriver à donner. Il faut donner de la plénitude. On ne peut pas donner du manque. C'est beau de vouloir guérir, mais n'importe qui ne peut pas le faire. Même quand il peut le faire, il y a encore des dangers qu'il puisse tomber malade en manquant de sa propre énergie. Parce qu'il y a des échanges d'énergie dans la guérison. Il faut être très fort pour faire ces choses-là, mais elles sont parfaitement possibles. Qu'est-ce que vous pensez de la cabale phonétique vous voyez, bon, je prends un exemple, je prends un mot, j'utilise un mot, et dans le mot, j'ai la réponse occulte même du problème. Supposons, je prends le mot maladie, et dans le mot maladie, il y a le mal a dit. Autrement dit, j'ai donné l'ordre au mal de se manifester en moi. Est-ce que dans la magie, l'âme agit? Je ne sais pas, mais dans le cas de l'assurance maladie, il était très bon de le changer pour l'assurance santé. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé le mot maladie. Disons que... Est-ce qu'on est à l'origine finalement? On est à l'origine du verbe qui se fait chair. On est à l'origine de la magie. On est à l'origine que la parole a un pouvoir vibratoire d'amener quelque chose. La parole est toujours une des premières manifestations qui est donnée à un individu initié, une des premières choses qui lui est donnée pour pouvoir agir. Eh bien, on en voit un exemple frappant dans l'exorcisme, le rituel de l'exorcisme, par exemple, où la personne va invoquer des esprits qui vont combattre les esprits malfaisants qui se trouvent supposément dans la personne. C'est au niveau du verbe que ça se fait, ce rituel-là. L'invocation. Toujours, toujours. C'est toujours le verbe qui a la puissance. C'est toujours le verbe qui a le pouvoir, qui a la faculté. Mais encore là, c'est que si nous pensons bien, nous faisons automatiquement naître le mal. Il y a de la polarité. Il faudra comprendre que la nature n'est qu'une seule et unique chose. Et ne pas diviser les choses. C'est un peu comme un individu qui prend une pomme et qui la coupe et qui retient cette moitié de pomme dans sa main et qui dit « Voilà, eh bien, j'ai la pomme ». Alors ce n'est qu'une moitié de pomme. Il faut rassembler pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la pomme. Et il en est de même avec les scientifiques, qui prennent souvent la moitié de la réalité pour dire « Ah, voilà, maintenant, nous avons vraiment une très bonne partie de la vérité. Et si vous voulez que je croie à l'autre partie, il faudra m'amener là des preuves à n'en plus finir. » Voyez-vous? Alors que dans la vie de tous les jours, vous expérimentez toujours l'autre partie de la pomme. Et ça met le scientifique peut-être dans une position délicate. Ça met la science dans une position délicate. Ça met l'esprit rationnel dans une position délicate. Qu'est-ce que la rationalisation des choses? C'est une vision des choses qui est à moitié vue de la réalité, qui est à moitié perçue de la réalité, alors que l'autre moitié nous échappe totalement. Alors que l'autre moitié, nous passons à côté totalement. Mais par contre, nous la vivons pareil. C'est pas parce que nous ignorons un phénomène de la nature que ce phénomène de la nature ne se manifestera pas. Que c'est merveilleux quand on pense qu'il est possible de penser à quelqu'un et de se promener sur la rue et qu'on n'a pas vu cette personne depuis 6 mois et de la rencontrer subitement quand on y a pensé dans la matinée. Et que vous avez de plus en plus dans votre vie ce genre de phénomène, et que vous arrivez en face de la science établie, et que vous lui dites ces choses, et qu'il vous rebute en vous disant « il s'agit simplement là d'un hasard ». Je pense que l'esprit scientifique est doté de très bonnes techniques pour mieux comprendre la nature, mais il y a des scientifiques qui sont vraiment, malheureusement, très bornés dans leur manière de voir les choses. Et qu'est-ce que vous pensez de toute cette littérature qui nous inonde aujourd'hui en provenance des États-Unis et qui a pour titre le pouvoir de votre subconscient, etc., tout ce qui est de nature de pensée positive? Qu'est-ce que c'est le subconscient pour vous? C'est l'oubli de ce qu'on n'a pas oublié.
Le subconscient, c'est toujours l'oubli de ce qu'on n'a pas oublié. D'ailleurs, quand vous allez voir les gens qui sont psychologues, ils travaillent toujours sur l'oubli de ce qu'on Donc n'a ce qui pas n'a oublié. pas été intégré, qui ressurgit. C'est de la mémoire. C'est de la mémoire. Mais vous m'avez posé cette question, à savoir... La pensée positive. Bon, la pensée positive, l'autosuggestion. Il ne s'agit pas de s'autosuggestionner. Ce n'est pas assez de s'autosuggestionner. Ça marche un certain temps et ça marche à moitié. On se décourage. Il faut être la source de sa propre divinité. Il faut être la source de ce qui est positif. Se suggestionner constamment positivement crée toujours une pensée polarisée. Parce que se suggestionner positivement, c'est aussi créer en même temps le doute de ne pas posséder cette chose-là. Désirez-vous une chose, vous allez automatiquement souffrir de ne pas la posséder. Et la pensée positive a ceci qui est un piège, c'est que plus vous désirez une chose, plus vous risquez de créer en vous le doute. Alors, s'auto-suggestionner, pour moi, ce n'est pas assez. Et c'est pour ça que je n'aime pas les techniques. Pour moi, il n'y a rien qui vaut les expériences de la vie, qui fait qu'un individu ne va pas perdre son temps à s'auto-suggestionner 24 heures sur 24, mais qu'il va simplement vivre harmonieusement sa vie dans le moment présent, en cessant de toujours espérer, de toujours chercher, de toujours courailler, de toujours se suggestionner ou d'avoir toujours à être obligé de visualiser. Il s'agit simplement d'être. Un point, c'est tout. Quand on est, quand on sait ce que l'on est, on va vers ce qui est. Un point, c'est tout. Et tout est dans cette être-té du moment présent. L'autosuggestion est une condition. Bon. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant? C'est une technique aussi, mais très moderne, scientifique, qu'on appelle l'alphagenèse et qui vise à fonctionner, à rentrer en résonance ou à produire des ondes cérébrales à volonté, lesquelles ondes cérébrales alpha donnent accès justement à un réservoir dans lequel on peut placer une commande. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? C'est une excellente technique de relaxation. D'ailleurs, tous les gens qui vont en alpha, qui relaxent, vaut mieux toujours, c'est toujours mieux de voir de belles images, des choses vers lesquelles on aspire, car la pensée est énergie pouvant agir sur de l'énergie. Donc ce réservoir auquel ils ont accès, c'est un réservoir énergétique? Toujours. C'est comme un blueprint de la matière? C'est pas un réservoir énergétique nécessairement, c'est le réservoir c'est leur être. Et vu que nous vivons dans une difficulté, dans une société où il y a beaucoup de difficultés, de la misère, de la pauvreté, les gens veulent tout. Mais pour avoir, il faut être. On s'est aperçu qu'une personne qui, au moment de s'endormir, va faire sa prière, ou au moment où elle se réveille, elle est dans un état alpha. Les quelques secondes ou minutes qui précèdent juste le sommeil et au réveil également. Oui. Et c'est cet état-là, justement, qu'on cherche à recréer par ces techniques-là de biofeedback. Moi, personnellement, je crois que c'est très bon. Est-ce que c'était une perception mystique, naturelle, de savoir qu'on était dans cet état alpha-là, au niveau cérébral? Je pense que ce qui est important, c'est simplement d'accéder à sa nature, et c'est une manière d'accéder à sa nature en état de relaxation. C'est plus facile d'accéder à sa nature, à ce que l'on est en tant qu'être, quand on est relaxé, que quand nous sommes constamment en état de pensée intellectuelle sans arrêt. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Bon, alors qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? En fait, penser aux enfants, penser aux comptes qu'il faut payer, penser à tous les problèmes que nous avons au travail. Évidemment, l'état alpha permet simplement à un individu de dire « Wow, c'est assez, je vais prendre un instant, je vais penser à moi, puis je vais me relaxer en écoutant simplement une musique qui peut être agréable. » Et l'individu accède à lui-même, tout simplement. Et quand un individu accède à lui-même, il accède simplement à sa nature et tout ce qui est microcosme et le macrocosme, donc tout est un à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va sentir la plénitude de tout l'univers entrer en lui. Il va sentir qu'il est plein. Et tout ce qui était illusion de sa journée, tout ce qui lui semblait vérité, va prendre une dimension de vide. Et le vide sera placé à l'extérieur de lui et non plus dans lui. Parce que dans l'état alpha ou dans l'état de la plénitude, on ne ressent pas de vide. On ressent cette plénitude. Mais il faut être dans le moment présent. En poussant votre raisonnement à l'extrême, une personne qui serait très proche d'elle-même, de son énergie, de son essence véritable,
et de sa conscience, de sa supraconscience, elle devrait, par le pouvoir de sa parole, manifester de façon magique dans sa vie les événements qui lui conviennent, non? Et oui, mais il faut agir. Et c'est très important qu'il ne faut pas que parler dans la vie. Il faut agir car l'action crée toujours la réaction. Il est bon de visualiser quelque chose, mais il faut agir. C'est pour ça que je n'aime pas à dire aux gens, il faut simplement visualiser les choses. Il faut agir aussi pour que les choses arrivent. Il ne faut pas rester là, s'asseoir sur le derrière, vous savez, et dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ma visualisation, elle est très bonne. Il faut agir. Je vous remercie beaucoup, Normand Pinard. C'était très intéressant. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle que M. Normand Pinard donne des consultations privées. Pour le rejoindre au téléphone, il faut composer 254 59 19 pour les consultations. M. Normand Pinard sera également en conférence le samedi 28 février à 20h au 140 Crémazie Ouest, entrée sur la rue de Reims, suite 1109. Donc le 28 février à 20h, le thème de la conférence, les dimensions parallèles. Conférence de 2 heures, incluant une période de questions d'1 heure, vous pourrez le rejoindre. Si vous désirez nous faire parvenir vos commentaires sur l'émission, écrivez-nous à Au-delà du connu, CMCL 2830 boulevard Saint-Elzéar Est, Duvernay-Laval, code postal H7E 4P2. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.